Vous êtes bien à l'écoute de l'ORTM. Merci de nous rejoindre. Il est 7h à Badougou-Djoliba, la même heure à Dja. Le journal Kodi Sibi. Mesdames, Messieurs, bonjour. Les chefs d'État maliens et mauritaniens ont une convergence de vues sur la gestion de la migration. Propos du ministre mauritanien des Affaires étrangères en mission dans notre pays. C'est une gestion, dit-il, qui passe par la coordination et l'anticipation des actions. Mohamed Salem Ould Merzouk est porteur d'un message du président mauritanien, un message d'amitié et de raffermissement des liens de coopération entre nos deux pays. Comment minimiser les effets néfastes de l'instabilité climatique qui impacte négativement la vie de nos communautés? La question est au centre d'un atelier au haut niveau du Haut Conseil des collectivités en collaboration avec le PNUD. La session qui dure 2 jours va identifier le rôle et les responsabilités des collectivités et réfléchir à des solutions. Les cadets maliens affrontent ce soir la Tunisie au compte du dernier quart de finale de la CAN des moins de 17 ans. C'est au Maroc. Coup d'envoi 19h. Et puis, Coupe du Mali de football. Les 8e de finale se jouent demain et dimanche. Dans la chronique du développement, nous parlerons des tarifs douaniers imposés par le président américain Donald Trump au reste du monde. Nous allons nous intéresser particulièrement au cas de l'Afrique. 51 pays du continent, dont le Mali, sont concernés par ces mesures. Voilà pour le sommaire. Bienvenue dans ce journal. Le général d'armée Assimi Goïta a reçu hier le ministre des Affaires étrangères de la République islamique de Mauritanie, Mohamed Salem Ould Merzouk, est porteur d'un message du président mauritanien Mohamed Ould El Ghazouani au général d'armée Assimi Goïta, un message d'amitié et de raffermissement des liens de coopération entre les deux pays au centre des échanges, la question de la migration, ce phénomène qui connaît une recrudescence ces derniers temps, faisant des milliers de victimes sur les côtes en Mauritanie et dans bien d'autres pays. Selon le ministre mauritanien des Affaires étrangères, les deux chefs d'État ont une convergence de vues sur la gestion de la migration qui passe par la coordination et l'anticipation des actions. Selon lui, la lutte est menée contre la migration irrégulière. Mohamed Salem Ould Merzouk, ministre mauritanien des Affaires étrangères, à sa sortie d'audience au micro de Sira Bachili. J'ai transmis un message de son frère et ami, son Excellence Mohamed Cheikh Ghazouani. Ce message cadre des concertations régulières entre les deux pays. Les deux chefs d'État ont cette volonté commune de consolider, de diversifier, de renforcer cette relation dans l'intérêt bien compris malien et mauritanien, au bénéfice aussi de toute la sous-région. Nous avons naturellement évoqué la question de la problématique de la migration et on a essayé d'échanger là-dessus et surtout d'expliquer à nos populations un certain nombre de choses qui sont donc utiles pour le pays. Il se trouve malheureusement qu'on a assisté au cours des dernières années à une recrudescence maléfique de l'immigration irrégulière pour l'année 2024 seulement. On a repêché sur nos propres côtes à nous plus de 500 cadavres de jeunes africains venant du Sénégal, de la Gambie, de Mauritanie, de la Guinée. Pour l'année 2025 seulement, depuis le 1er janvier 2025, plus de 100. Doit-on laisser les réseaux de trafiquants lancer notre jeunesse sur la rue de la mort? Non, on doit lutter contre ces réseaux de trafiquants de personnes, mais ensemble. Et comme l'a dit le président de la transition, chef de l'État de la République du Mali, cela passe par la coordination et l'anticipation. On doit désormais faire en sorte, parce que c'est une responsabilité commune de lutter contre ces réseaux de trafiquants de personnes. Sachez que les Maliens seront toujours les bienvenus chez eux. Le point d'entrée pour les populations maliennes qui ont été multipliés par 3 pour permettre aux gens d'entrer de façon régulière
c'est lui qui entre de façon anonyme. Il porte peut-être un autre projet. Ce qu'on demande aux gens, c'est de faire en sorte que ce que nous sommes en train de préparer ensemble avec les services soit respecté. Ceux qui ont été touchés, ce sont la plupart des gens qui ne sont pas en situation régulière. Donc le message est un message de fraternité et de fermeté vis-à-vis de ce qui est hors la loi. Par ailleurs, le Conseil des collectivités, acteurs de proximité des gouvernances locales et régionales, organise en collaboration avec le PNUD un atelier de haut niveau sur le thème climat, paix et sécurité. À travers cette session de 2 jours, il s'agit d'identifier le rôle et les responsabilités des collectivités territoriales, puis réfléchir à des solutions locales inclusives, durables pour minimiser les effets néfastes de l'instabilité climatique qui impacte négativement de nos jours la vie de nos communautés. Le point avec Aridou Matina. Soucieux de ses attributions, notamment la politique de développement local, régional, la protection de l'environnement pour l'amélioration de la qualité de vie des citoyens, le Haut Conseil des collectivités, en partenariat avec le PNUD, mène la réflexion sur les enjeux climatiques à travers la thématique climat, paix, sécurité, rôle et responsabilité des collectivités territoriales. Malay Diop, représentant du PNUD au Mali. Le PNUD a toujours accompagné les efforts du gouvernement du Mali pour favoriser la résilience de ces communautés à la base afin qu'elles contribuent au développement socio-économique de leur propre pays. Rob Elworth, chef de coopération à l'ambassade du Royaume-Uni au Mali. C'est une démarche qui mérite d'être saluée et que le Royaume-Uni a soutenu les partenaires avec le PNUD. L'engagement du Royaume-Uni s'est traduit également par des actions concrètes sur le terrain. Les sécheresses prolongées, les précipitations irrégulières, la dégradation des terres agricoles constituent de nos jours des défis majeurs, surtout pour les États du Liptako-Gourmand. Si Kadiatou Diallo, représentant de l'autorité de développement intégré des États du Liptako-Gourmand. La sécurité climatique représente un problème transfrontalier qui va au-delà des capacités de réponse épars des pays et requiert une synergie d'action efficace et efficience. Au Mali, les activités agricoles sont de plus en plus menacées par l'instabilité climatique, mettant à rude épreuve la cohésion sociale. C'est pourquoi le département en charge de l'environnement et les collectivités territoriales trouve opportun le cadre de réflexion. Doumbia Mariam Tangara, ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable. Face à la complexité des défis, les collectivités ne doivent plus être de simples bénéficiaires, mais de véritables actrices de la résilience et de la paix durable. Mamadou Satiki Diakité, président du Haut Conseil des collectivités. Il s'agira d'identifier les mécanismes de renforcement des capacités des collectivités territoriales en matière de gestion des risques climatiques pour une meilleure mise en œuvre des stratégies de résilience. L'atelier de formation et de sensibilisation de 2 jours se déroule sous forme de panels et porte sur plusieurs thématiques en vue de cerner les interrelations entre climat, paix et sécurité et identifier le rôle et les responsabilités des collectivités territoriales dans la prévention et la gestion des conflits locaux. Radio Mali à Sikasso et environ 98.3 MHz en FM. Oui, en troisième région, plus de 13 milliards de francs CFA. C'est l'enveloppe qui servira à la mise en œuvre du PADEM, le projet d'appui à la décentralisation de l'éducation au Mali. Un programme pilote dont les résultats et les outils devront permettre au Mali de bâtir une éducation de qualité au service du développement socio-économique du Mali dans les zones d'intervention. La cérémonie de lancement qui a eu lieu mercredi était présidée par la chef de l'exécutif régional. On fait le point depuis Sikasso avec Moussokoro Sérémé et Taïrou Konaté. Permettre aux filles et aux garçons de jouir pleinement de leurs droits à une éducation fondamentale de qualité, sûre, inclusive et respectueuse de leur environnement. C'est le principal défi que comptent relever les initiateurs du PADEM, projet d'appui à la décentralisation de l'éducation au Mali. Le projet, ainsi lancé pour une durée de 4 ans, s'inscrit dans une dynamique de transformation positive et durable du système éducatif par la responsabilisation des acteurs locaux et le rapprochement de l'école des communautés. Il est mis en œuvre par un consortium de 4 ONG. El Mehdi Agouakina, représentant du consortium. Le PADEM s'inscrit parfaitement dans les priorités nationales en contribuant à l'amélioration des conditions de vie des populations les plus vulnérables et à la promotion de l'éducation de manière générale.
tout en proposant une approche innovante et adaptée au contexte local dans 5 communes de la région de Sikasso, à savoir Fama, Kignan, Lobougoula, Missiré-Koro et Tchenkadi. Le PADEM devra donc toucher le temps de son exécution 131 700 enfants de 3 à 15 ans dans 23 communes des régions de Kaï, Koulikoro, Sikasso et le district de Bamako. Et quand l'éducation devient une priorité, les autorités régionales répondent présentes et s'engagent à s'approprier le projet afin de garantir son succès. Kanté Marie-Claude Dambili, gouverneur de la région de Sikasso. À travers ces axes d'intervention, contribuera à renforcer les capacités des collectivités dans la gestion de l'éducation, à améliorer l'environnement scolaire et à favoriser une meilleure synergie entre les services déconcentrés de l'État, les collectivités et les communautés. Ensemble, faisons de l'école un véritable levier de développement local, un espace d'inclusion, d'égalité des chances et d'épanouissement pour nos enfants. Le PADEM est un financement de l'Union européenne à hauteur de 13 milliards 119 millions de francs CFA. Le consortium chargé de sa mise en œuvre est composé de Save Children, CAEB, Corded et Association malienne pour la survie au Sahel. Sikasso, Msokora Sereme et Taïro Konate pour l'ORTM. AES, actualité. Oui, l'actualité dans les autres pays de l'AES. Première escale, le Burkina Faso, le Conseil présidentiel d'orientation et de suivi du Bureau national des grands projets du Burkina a tenu hier sa première session ordinaire de l'année à Ouagadougou, présidée par le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré. Cette rencontre a été l'occasion d'adopter un programme de partenariat public-privé et de valider 27 projets sur 28 présentés. L'exigence du chef de l'État pour ces grands projets est d'éviter l'endettement du pays. Le point avec Hervé Kabori. Dès l'ouverture des travaux, le temps est donné par le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Face aux membres du Conseil présidentiel d'orientation et de suivi du Bureau national des grands projets, il insiste sur une ligne de conduite claire, financer des projets rentables sans alourdir la dette du pays. Le principe fondamental étant de travailler au maximum pour ne pas endetter le pays. Autant nous travaillons aujourd'hui sur de grands projets, mais il faut penser aux générations futures. Si on doit prendre une dette, c'est pour avoir de l'efficacité et de la rapidité dans des secteurs porteurs qui peuvent être rentables rapidement. Mais s'endetter juste pour certains projets, je pense qu'on doit l'éviter. Et ça, c'est le principe fondamental. Et tous les projets qui vont se présenter à nous, il faudra qu'on réfléchisse pour voir le type d'engagement qu'on doit avoir vis-à-vis de partenaires. Agriculture, transformation industrielle, infrastructure, énergie, emploi des jeunes, ces secteurs prioritaires doivent désormais être au cœur des projets à financer par le biais du partenariat public-privé. Les conclusions de la session satisfont le directeur exécutif du Bureau national des grands projets, Wenpanga Bruno Compaoré. Les grandes conclusions de cette session, c'est que sur 28 projets qui ont été présentés, maturés, il s'agit essentiellement de 27 qui ont été validés. Le seul projet qui a été, disons, retiré pour redimensionnement, c'est le projet de Wessa. Sinon, le reste a été validé, donc 27 sur 28. Et parmi ces 27, il faut noter que les 23 essentiellement sont des projets à paiement par les usagers, ce qui dénote 90 à 0,26% de projets qui n'endettent pas forcément l'État. L'adoption du programme PPP marque ainsi un tournant stratégique pour le Burkina, celui d'un développement fondé sur la sobriété financière, l'investissement privé et l'impact concret pour les populations. Au Niger à présent, la ministre de l'Éducation nationale, Dr Elisabeth Chérif, était au complexe d'enseignement scolaire route Filengue. Au niveau de cet établissement, elle a assisté à la montée des couleurs avant d'effectuer plusieurs visites. Le compte-rendu de Garba Adam Amou. Dans le cadre de la mise en œuvre de sa lettre de mission, la ministre en charge de l'Éducation nationale continue ses visites dans les écoles. Objectif, constater de visu les conditions de vie et de travail des enseignants et élèves. Ici au CS Route Filingué, la ministre de l'Éducation nationale a eu des explications sur le fonctionnement de l'école de la part de son proviseur, M. Seydou Hamadou. Le CS Route Filingué compte actuellement 1420 élèves, dont 807 filles
et 613 garçons, encadrés par 52 enseignants et soutenus par 19 membres du personnel administratif et des services. Chaque acteur de cette communauté éducative œuvre avec détermination pour offrir un cadre d'apprentissage propice malgré les défis quotidiens auxquels nous faisons face. Après le CS Route Filingué, la ministre en charge de l'Éducation nationale s'est rendue au complexe scolaire privé évangélique Péniel, où elle a eu des éclaircissements sur le fonctionnement du dit établissement. Madame Ali Hadiza Mohamedou, fondatrice. L'école Péniel est fondée le 29 septembre 2006. Cette année, l'école accueille 370 élèves au préscolaire et au primaire, avec un taux de 54,86% de filles et 45,14% de garçons. En prenant la parole, la ministre de l'Éducation nationale s'est dit réjouie du travail abattu par les enseignants avant de les exhorter à redoubler d'efforts. À noter que, pendant ces visites, des cadeaux symboliques ont été remis à la ministre en guise de reconnaissance pour tous les efforts déployés en faveur du rayonnement du système éducatif nigérien. Allez, c'est le temps du sport. Handball, la Fédération internationale de handball a procédé hier au tirage au sort des groupes pour le 11e championnat du monde masculin des moins de 19 ans. Basket Africa League, conférence du Kalahari. Le stade malien de Bamako effectue demain sa 5e sortie. Le stade fera face au fils de Rabat du Maroc. Coupe du Mali de football, les 8e de finale se joueront demain dimanche. Et puis Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans. La Tunisie et le Mali joueront ce vendredi pour le dernier quart de finale. Le résumé de l'actualité sportive, c'est avec vous, Isaac Tienou. Football, Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans, la Tunisie et le Mali s'opposent ce vendredi pour le dernier quart de finale. Ce Tunisie-Mali débutera au stade El Badi El Jadida au Maroc à 19h. La Côte d'Ivoire affronte le Sénégal dans le choc ouest-africain. Ce match entre la Côte d'Ivoire et le Sénégal aura lieu au stade municipal de Berechid à partir de 16h. Hier déjà, le Burkina Faso a réalisé une démonstration de force en quart de finale en écrasant la Zambie sur le score de 6-1. Dans un match à sens unique, les jeunes étalons ont étalé leur talent offensif, validant de manière éclatante leur qualification pour le dernier quart de la compétition. Cette impressionnante victoire propulse le Burkina Faso en demi-finale où ils se présenteront avec le plein de confiance. Le Maroc a battu l'Afrique du Sud par 3-1 et se qualifie pour la demi-finale. Il faudra attendre les autres rencontres de quart de finale pour connaître les affiches des demi-finales. Pour l'instant, le Burkina Faso et le Maroc sont en demi-finale. Coupe du Mali de football. Les 8e de finale de la Coupe du Mali de football commencent demain avec 6 rencontres. Au stade Mouadou Konaté à 16h, le Samuel de Moko, leader du championnat professionnel, recevra CS Diri de Diré. En deuxième heure, le FC Yara en écoutera avec le FC Gaussou. Au stade Salif Keita de Mango de Kati, Derby Academy affrontera AS Real. Au stade Moussa Diakité Utia de Bougouni, l'US Bougouni accueille Lasco. Au stade Amarindao de Ségou, l'AS Bakaridian Sarlotte de l'Isfas. À Mopti, au stade Barima Bokoum, ATS de Koro croisera le fer avec Soni de Gao. Suite fin dimanche, au stade de Konaté, le Djurba jouera contre AS Alençon de Koutiala. Juste après, Binga FC se mesurera à l'US Boukouba. Balle au panier, Basket African League, conférence de Kalahari, le Samarien de Bamako effectuera demain sa 5e sortie. Le Samarien sera face au fils de Rabat. Pas de rencontre aujourd'hui. Pour rappel, le Samarien de Bamako a perdu hier sa 4e rencontre face à El Etihad 91-68. Les Blancs de Bamako ont perdu pour l'instant toutes leurs rencontres jouées. Handball pour terminer, la Fédération internationale de handball a procédé hier au tirage au sort des groupes pour les 11e championnats du monde masculin des moins de 19 ans. Eh bien, la compétition aura lieu en Égypte et verra la participation de 5 pays africains. L'Égypte, pays hôte de la compétition, est logé dans le groupe J aux côtés du Japon, de la Corée du Sud et de Bahreïn. Le Maroc va évoluer dans le groupe B avec la Hongrie, la Suisse et le Kosovo. Troisième nation en lice à ce championnat du monde, l'Algérie qui va évoluer dans le groupe C avec la Serbie, l'Espagne et la Croatie. Dans le groupe H, on retrouvera la Tunisie, le Danemark, la République tchèque et les États-Unis. Enfin, seule nation d'Afrique subsaharienne, la Guinée-Conakry va affronter dans le groupe D l'Islande, le Brésil et l'Arabie saoudite. Chronique du développement.
Les nouveaux tarifs douaniers imposés par le président américain Donald Trump au reste du monde sont effectifs depuis le 5 avril dernier. 51 pays africains, dont le Mali, sont concernés par ces nouvelles mesures. En conséquence, les recettes d'exportation de ces pays vers l'Amérique risquent d'en pâtir. Les recettes d'exportation du Mali vers ce pays sont estimées à près de 100 milliards de francs CFA par an. C'est le sujet de la chronique du développement du jour, une réalisation de Soumaïla Berté et Marc Dambélé. Les nouveaux tarifs douaniers imposés par le président américain Donald Trump sur les importations en provenance d'au moins 180 pays sont entrés en vigueur. Si la Chine et l'Europe sont les principales cibles de ces mesures, l'Afrique, y compris le Mali, est également sur la liste. Toutefois, ces nouveaux tarifs douaniers touchent les pays à des degrés différents. Que faut-il comprendre par ces nouvelles mesures ? Voici les explications de Modibo Makalu, économiste. Ces nouvelles mesures tarifaires incluent notamment un tarif de base de 10% sur toutes les importations. Et évidemment, à compter du 5 avril 2025, des tarifs plus élevés dits réciproques sont applicables à certains pays à partir du 9 avril 2025. Au total, il y a quand même 51 pays africains qui se retrouvent sur cette liste. Qui sont divisés en 3 catégories avec des droits de douane allant de 10% comme plancher et comme plafond 50%. Les pays les plus frappés vont de 28% à 50%. Ensuite, le deuxième lot intermédiaire, c'est entre 11% et 21% pour les pays africains. Et le dernier lot, ceux qui sont le moins frappés, sont au plancher, c'est-à-dire 10% de droits de douane. Nul doute que cette guerre commerciale entre les puissances économiques mondiales va impacter négativement les économies africaines. Conséquence immédiate, les recettes d'exportation vont chuter de façon drastique. À cela s'ajoute les risques de la suppression de l'AGOA, les facilités des droits de douane accordés à notre continent par les États-Unis. Les recettes d'exportation sont très importantes pour bon nombre de pays africains. Vous avez non seulement le secteur manufacturier africain, ce qui concerne les automobiles et le textile, mais aussi vous avez les métaux précieux et les métaux rares, et aussi le pétrole. Évidemment, cela est très inquiétant pour les pays africains, mais qui doivent se positionner dans une dynamique plus intéressante de changement de vision stratégique, de changement de paradigme, parce qu'en 2023, quand même, les échanges commerciaux entre les États-Unis et l'Afrique se situent autour de 50 milliards de dollars. Et évidemment, le surplus commercial est en faveur de l'Afrique et le président des États-Unis veut réduire ce déficit commercial. Mais aussi, depuis 2000, les États-Unis avaient quand même éliminé les droits de douane pour les exportations des pays africains pour favoriser les échanges commerciaux avec l'Afrique à travers l'AGOA, l'African Growth and Opportunity Act, qui est la loi sur la croissance africaine et les opportunités. Je pense que ce régime AGOA risque d'être compromis, même s'il a atteint quand même des montants assez importants, à hauteur de 8 milliards de dollars en 2024. Face à ces nouveaux défis imposés par ces droits de douane américains dans le domaine du commerce mondial, l'Afrique doit mieux s'organiser. Et déjà, des initiatives existent à l'échelle du continent. Modibo Makalu, économiste. Je pense que le rempart pour les pays africains serait quand même de formaliser davantage et la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine, la SLECAF. Cela représente une opportunité unique et comme vous le savez, déjà le 16e Conseil des ministres du commerce des 48 pays africains vont se réunir le 15 avril 2025 à Kinshasa, en République démocratique du Congo, pour discuter quand même de la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale, mais aussi de comment faire face à ces défis au niveau du commerce mondial imposés par les tarifs douaniers des États-Unis. La zone de libre-échange continentale vise à créer une union douanière dans toute l'Afrique et un marché unique pour 1,5 milliard de consommateurs. Notre pays, le Mali, est concerné par la taxe plancher de 10%. Les échanges commerciaux avec les États-Unis sont timides et portent sur des produits agricoles et artisanaux. Ces exportations génèrent des recettes estimées à moins de 100 milliards de francs CFA par an.
Oui, Ismaël Berté. Par ailleurs, il faut noter que mercredi dernier, le président américain a annoncé dans la foulée la suspension pour 90 jours des tarifs réciproques au profit d'une centaine de pays. Mais la Chine n'est pas concernée. Au contraire, elle voit sa taxe passer de 104 à 125%. C'est ce qui met fin à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Présentation Koji Sibi, mise en onde Alou Koulibaly, mise en ligne Mohamed Koulibaly. Merci au rédacteur en chef Bourama Traoré qui m'a aidé à le préparer. Nous vous souhaitons de passer une excellente journée de vendredi en compagnie de nos programmes.